Merci de choisir Kivu Morning Post pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à suivre ces rendez-vous d'actualité. Tout d'abord, voici les principaux titres. Le M23 dément les allégations du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme selon lesquelles il aurait attaqué des hôpitaux dans la ville de Goma. Il précise qu'il avait mené une opération contre 130 éléments des FARDC fouillants cachés dans les hôpitaux en conformité avec les droits internationaux humanitaires. Et puis plus d'1 million d'élèves sont affectés par la guerre au Nord Kivu et au Sud Kivu, avec près de 2500 écoles touchées selon la ministre nationale de l'Éducation. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans cette actualité du jour. Mesdames et messieurs, restez branchés. Encore une fois, bonjour et bienvenue au détail dans cette actualité sur Kivu Morning Post Télévision. Le M23 dément les allégations du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme selon lesquelles il aurait attaqué des hôpitaux dans la ville de Goma. Dans une mise au point publiée ce 5 mars, elle précise qu'il avait mené une opération contre 130 éléments des FARDC fouillards cachés dans des hôpitaux en conformité avec le droit international humanitaire. Explication. Dans un communiqué, l'AFC a rejeté ces accusations, les qualifiant de fausses et manipulatrices, visant à ternir son image et à détourner l'attention des véritables problèmes de sécurité et de gouvernance dans le pays. L'AFC a précisé que ses forces n'ont pas attaqué d'hôpitaux, mais ont mené une opération sécuritaire pour désarmer des éléments des forces armées de la RDC FARDC se cachant dans ces établissements. Selon l'AFC, ces éléments fuyant les affrontements se faisaient passer pour des patients, mettant ainsi en danger les civils et le personnel médical. L'opération réalisée avec le consentement des responsables médicaux visait à sécuriser les sites et à prévenir l'exploitation des infrastructures médicales à des fins militaires. L'AFC a réaffirmé son respect des conventions de Genève et des protocoles additionnels qui protègent les infrastructures civiles, notamment les hôpitaux. L'organisation insiste sur le fait qu'aucune législation internationale ne permet d'attaquer des installations médicales et que toute accusation en ce sens déforme la réalité. Le mouvement a également rappelé son engagement envers le droit international humanitaire, affirmant avoir ciblé uniquement les éléments armés illégaux sans compromettre la sécurité civile ni dégrader des infrastructures protégées. L'AFCM 23 a abordé un événement tragique survenu à la prison centrale Munzenze où des femmes ont été violées et assassinées et des cellules incendiées. L'organisation a souligné que ces faits survenus avant son arrivée à Goma ne peuvent lui être attribués. Elle a dénoncé la confusion alimentant des rumeurs sur des massacres et des recrutements forcés liés à ces opérations dans la ville de Goma. Le mouvement a accusé le régime de Kinshasa d'orchestrer une campagne de propagande pour manipuler l'opinion publique et détourner l'attention des véritables enjeux, notamment l'aspiration du peuple congolais à la paix et à une révolution constitutionnelle, mentionne le communiqué. Le 4 mars 2025, Raïssa Malou, ministre de l'Éducation nationale, a dénoncé l'impact de la guerre de l'AFC M23 sur l'éducation au nord et au sud Kivu. Plus d'1 million d'élèves sont affectés avec près de 2500 écoles touchées. Jospin Hangui. Avec plus d'1 million d'élèves touchés, des écoles détruites par les bombardements et d'autres occupées par des groupes armés, la situation est alarmante. La ministre a précisé que près de 2500 établissements scolaires ont été affectés par le conflit. Elle a exprimé son indignation face à des écoles transformées en cimetières ou dont des meubles sont utilisés comme combustible. La destruction de ces écoles anéantit des années d'efforts de reconstruction, a-t-elle déploré. Malgré cette crise, la volonté de réouvrir les écoles persiste, mais sous des conditions strictes de sécurité. Actuellement, seulement 50% des enfants sont de retour en classe en raison d'un climat d'insécurité persistante.
Raissa Malou a réaffirmé son engagement à améliorer l'accès à une éducation de qualité, soulignant que l'éducation est essentielle pour le développement du pays. Nous allons redoubler d'efforts dans le secteur éducatif, a-t-elle déclaré. Il a également abordé la question de l'usage de langue nationale dans l'enseignement, affirmant que cela est crucial pour améliorer l'apprentissage des sciences et des mathématiques. Un travail de formation d'enseignants est en cours pour garantir une mise en œuvre efficace de cette initiative. La ministre a conclu en réitérant son engagement à surmonter les défis actuels et à bâtir un avenir éducatif solide pour le pays. Pendant ce temps, M. Machagiro Nkuba, directeur par intérim du secteur éducationnel du Nord Kivu, a confirmé que les cours se poursuivent normalement. Lors d'un entretien avec le maire de Goma le 4 mars 2025, il a démenti des rumeurs concernant des perturbations du calendrier scolaire 2024-2025. Il a précisé que les sous-provèdes, inspecteurs et coordonnateurs s'assurent du respect des directives du ministre de l'Éducation nationale. Le calendrier au départ de 2024-2025 était suivi régulièrement sans problème. Mais à un moment donné, les enseignants ont arrêté les cours. Il y a eu grève au niveau presque national. Et le ministre a réaménagé le calendrier qui est suivi aujourd'hui sans relâche pour qu'on puisse terminer cette année 2024-2025. Et les instructions ont déjà données aux sous-provèdes, aux inspecteurs, aux coordinateurs qui doivent répercuter cette information au niveau des écoles. Au mois de juillet, on doit terminer vers le mois de juillet. S'il y a retard pour certaines écoles, au mois d'août. Nous poursuivons cette actualité sur Kivu Morning Post TV, mesdames et messieurs. Le 4 mars 2025, la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a rencontré Patrick Youssef, directeur régional du CICR, pour discuter de la situation humanitaire en RDC. Ils ont convenu de créer un couloir humanitaire pour acheminer l'aide vers les zones occupées. Le CICR a annoncé son soutien aux victimes en distribuant médicaments et vivres. Le gouvernement souminois s'est engagé à renforcer la coopération pour aider les déplacés. Le CICR a salué le soutien de la première ministre dans ses efforts. Il est naturel que pour le CICR, sa préoccupation primaire, c'est la situation humanitaire à l'est du Congo, à Goma, à Bukavu, à Uvira, mais aussi à Beni et à Bunia. Et c'était vraiment le cœur des discussions que nous avons menées aujourd'hui avec son Excellence et que nous essayons effectivement de maintenir un dialogue très ouvert, transparent sur nos préoccupations, sur les obligations aussi du pays, de la Démocratique République du Congo, et effectivement le travail du CICR ainsi que la Croix-Rouge de la RDC sur tous les fronts, sur la ligne de front, en essayant de soutenir les populations, mais aussi en les soignant quand il le faut, ainsi que leur apporter soutien et protection. En fait, le CICR est toujours présent. Nous n'avons jamais quitté ces lieux. Au contraire, nous avons dû renforcer avec des ressources financières et humaines notre présence et notre action des deux côtés de la frontière. Également, surtout là où ça a le plus grand impact, que ce soit à Bukavu, ou effectivement à Goma, le CICR par exemple a soigné jusque-là à peu près 1760 blessés de guerre graves à Ndosho, à Beni, à Goma, mais aussi à Bukavu. Nous avons une série effectivement d'actions qui aident par exemple les autorités locales à remettre en place l'électricité, donc accompagnées par le CICR, ainsi que un investissement de taille sur le réseau d'eau dans la région de Goma que nous n'avons pas arrêté. Ça fait 5 ans que cet investissement est sur place et il continue même dans ce tourbillon dans lequel nous sommes. Les centres de soins puissent être préservés et fonctionnels. Et c'est ce que nous avons discuté aujourd'hui avec Madame la Première ministre, c'est comment acheminer des médicaments et des vivres et de l'assistance dans ces régions pour pouvoir effectivement être à même à répondre à ces besoins croissant dans la région.
Et puis le président ougandais Yoweri Museveni a soutenu le pacte social lors d'une rencontre avec la délégation Sanko ECC à Kampala. Un rapport à mi-parcours sera bientôt présenté au président Félix-Antoine Tshisekedi. Georges Benouima. Dans le cadre du pacte social, un rapport à mi-parcours sera prochainement présenté au président Félix Tshisekedi. Le révérend Eric Senga, porte-parole de l'Église du Christ au Congo, a confirmé sur Top Congo FM que la demande d'audience a été officiellement déposée et accusée de réception. Il a précisé que le président de la République a déjà pris connaissance de cette demande par d'autres voies. Nous attendons désormais de voir comment le protocole va traiter notre requête, a-t-il déclaré. Actuellement en déplacement, Senga a ajouté qu'il se trouve en Ouganda où ils ont eu une audience avec le président Yoweri Museveni. Lors de cet entretien, ils ont discuté du pacte social et Museveni a exprimé son soutien à l'initiative pastorale des deux églises. Les échanges ont été riches et éclairants, a-t-il souligné. Le pasteur a également annoncé que d'autres rencontres avec des chefs d'État sont prévues. Nous avons déjà rencontré le président de l'Union africaine, Joao Lourenço, et nous allons également discuter avec le président de la SADC et deux autres dirigeants, a-t-il précisé. Il a enfin indiqué que le retour des missionnaires catholiques et protestants à Kinshasa est prévu d'ici la fin de la semaine. Le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble, lancé en janvier dernier par les églises catholiques et protestantes du Congo, représente une réponse urgente aux crises persistantes visant à prévenir une catastrophe humanitaire imminente. C'est une opportunité pour construire un avenir pacifique et durable en RDC et dans les Grands Lacs. Le bureau politique du PPRD, présidé par Aubin Minakou, vice-président du parti, a tenu une réunion axée sur deux grands thèmes. La situation générale du pays, notamment la crise sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC et la restructuration du parti. Le PPRD a confirmé son engagement à défendre la souveraineté nationale et à trouver des solutions durables aux défis auxquels le pays est confronté. Explication. Le bureau politique a réaffirmé ce principe directeur fondé sur les valeurs républicaines et démocratiques ainsi qu'un profond respect de la Constitution. Le parti s'engage à défendre l'unité nationale, l'intégrité territoriale, le patriotisme, la justice et la solidarité. Un message fort de cette réunion a été l'engagement du PPRD à ne jamais trahir le Congo. Concernant la situation nationale, le bureau politique a exprimé sa profonde préoccupation face à la détérioration de la sécurité et de l'humanitaire dans l'est du pays. Le PPRD a condamné les violences armées qui ont causé de nombreuses pertes humaines et un grand nombre de déplacés internes. Il a également exprimé sa solidarité envers les victimes de ces conflits et condamné vigoureusement toute ingérence étrangère dans les affaires internes de la RDC. Une attention particulière a été portée sur la nécessité pour le gouvernement congolais de prendre ses responsabilités et de restaurer l'intégrité du territoire national comme cela avait été fait après l'alternance républicaine de 2019. Le bureau politique a souligné que l'intégrité et l'unité du pays étaient alors préservées et a insisté sur l'urgence d'une réponse gouvernementale vigoureuse face aux crises actuelles. Sur le plan économique, le bureau politique a déploré la dégradation du tissu socio-économique tant dans les zones de conflit que dans d'autres régions. Cette crise économique résulte, selon le parti, d'une mauvaise gouvernance à corriger. Le bureau politique a souligné que les opportunités actuelles de formation d'un gouvernement d'union nationale ne constituent pas une solution durable aux problèmes structurels de la RDC. En effet, depuis 1960, ces gouvernements n'ont jamais apporté des solutions durables aux crises internes du pays. En interne, le bureau politique a décidé d'une restructuration du PPRD à tous les niveaux, national, provincial et local. Le parti a également décidé de réorganiser sa cellule de communication et son bureau d'études pour renforcer son efficacité et sa présence politique. Ces réformes visent à adapter le PPRD aux enjeux
enjeux contemporains et à mieux répondre aux défis internes et externes. Enfin, le bureau politique a fermement rejeté les accusations formulées à l'encontre de son Excellence Joseph Kabila Kabange, président national du PPRD. Selon le parti, ces accusations résultent d'une machination délibérée et d'une interprétation erronée de ses discours. Le PPRD réaffirme sa volonté de défendre les valeurs de la démocratie, de bonne gouvernance et de souveraineté nationale, tout en s'opposant à toute forme de dictature. Cette réunion a permis au PPRD de réaffirmer son rôle crucial dans la vie politique de la RDC. Le parti se positionne comme un acteur majeur dans la recherche des solutions durables aux crises du pays, plaçant la souveraineté nationale, la paix et le développement au cœur de ses priorités. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale en RDC, a déclaré lors de son séjour en Israël que tous les efforts sont déployés pour soutenir le président Félix-Antoine Tshisekedi dans la recherche de la paix en RDC. Il a ajouté que le Rwanda doit comprendre l'importance de construire la paix ensemble. Le message que je voudrais adresser au peuple israélien et aux autorités israéliennes, c'est de dire qu'en ce moment, nous nous retrouvons dans une situation similaire sur le plan de la sécurité. Nous connaissons la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, où nous avons des groupes terroristes, ADF Nalu, mais malheureusement, où nous connaissons aussi l'agression de la part de notre voisin du Rwanda. Notre détermination et la détermination du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a toujours été la paix, la construction de la paix pour l'ensemble de la région des Grands Lacs, pour qu'ensemble nous puissions œuvrer pour le développement de tous nos pays, y compris ceux qui nous ont agressés aujourd'hui. C'est l'occasion de dire toute notre compassion à nos populations de l'Est et toutes nos condoléances aux familles éprouvées. Beaucoup se sont posé la question de savoir pourquoi je ne l'avais pas encore fait. Et je savais que j'étais invité ici à Jérusalem, et je pense que c'est la Terre Sainte, et que mon message, ma prière pour que la paix revienne dans notre pays, pour que nos populations de l'Est, étant moi-même concernées au premier plan, que nos populations retrouvent la paix, et nous disons à nos populations de l'Est que nous sommes ensemble, nous ne ménagerons aucun effort pour accompagner le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ramener rapidement la paix dans cette partie de la République démocratique. Nous voulons d'abord que les Rwandais comprennent que nous devons construire la paix ensemble et que tout ce qui touche à notre sécurité commune soit l'objet de discussions, de concertations et de mise en commun des efforts de tous les pays de la région. Mesdames et messieurs, c'est par cette information que nous clôturons ces rendez-vous d'actualité sur Kivu Morning Post Télévision. Nous vous remercions de votre fidélité.